le savez, ici à Radio X, on donne la chance aux partis politiques émergents de venir s'exprimer et de faire valoir leur point de vue, leurs idées, parce que nous, on considère que effectivement, les vieux politiciens rouillés qu'on a au Québec font en sorte que ce que vous voyez autour de vous, les nids de poules, les toits qui fuient dans les écoles, les attentes dans les urgences des hôpitaux, c'est pas la faute de Pierre Jean-Jacques qui est premier ministre ou ministre, c'est votre faute à vous. C'est le parti politique pour lequel vous avez voté qui fait rien pour sortir la province du trou. Et là, bon, on voit pas ça comme arriver comme un messie, mais pas loin. Oh. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec avec nous en entrevue toutes les semaines. Mais tu l'as la ligne directrice, toi, pour ton entrevue? Non, mais ce que je veux dire, c'est que toute forme de nouveauté en politique provinciale, moi, je trouve que c'est comme c'est une lumière qui nous éclaire à travers les nuages. D'après moi, t'as pas fait cette présentation-là à Jean-Martin Hossan. Je suis écœuré. Hein? Ah, écoute, Jean-Martin Hossan, je le trouve super bon. Il est super intéressant. On partage pas la même idéologie politique. Non, mais je trouve que c'est un gars brillant, puis je trouve qu'il mériterait à se faire. Mais il a été dans un grand parti rouillé politique avant. Il en est sorti, par exemple. C'est ça, il en est sorti, mais quand même. Fait que c'est toujours la même rengaine. Alors, Adrien, bonjour. Salut. Puis c'est le fun d'avoir Adrien parce qu'on s'entend sur beaucoup de sujets, puis c'est intéressant de parler de l'actualité à l'heure actuelle. L'actualité présentement. Ce qui se passe en ce moment dans l'industrie de la construction. Et ça, personnellement, ça m'étonne. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un ouvrier de la construction en ce moment qui a des conditions misérables de travail? Parce que là, ça se dispute le 17 juin prochain, s'il n'y a pas entente entre les employeurs, c'est 175 000 employés qui tombent en grève d'un chantier. J'ai toujours eu l'impression que les gars dans la construction avaient un bon train de vie. Tu sais, je les vois avec leur pick-up, leur Sea-Doo, leur chalet. J'ai toujours l'impression que ça roule leurs affaires. Ouais, moi j'ai toujours vu ça aussi. Là. Puis je dis pas ça, je soupçonne rien en termes de malversation ou quoi que ce soit, mais je suis convaincu qu'il y a une bonne partie d'économie au noir qui roule dans cette industrie-là encore aujourd'hui et qui fait les beaux jours des ouvriers. Mais toi, Adrien, quand tu vois le gouvernement du Parti québécois qui se croise les bras face au conflit actuel, puis qui, tu sais, dans le fond, qui dit les partis vont finir par s'entendre, puis je s'inquiète pas trop. Si t'étais premier ministre du Québec, toi, comment tu réglerais ça, ce conflit-là? Ben, vois-tu, c'est parce que Mme Marois, je la comprends, elle n'a pas besoin de se mêler de ça parce que on n'est pas dans un marché libre. Hein? Je veux dire, tout le monde va avoir une augmentation ou en tout cas, il négocie pour tout le monde. Donc, c'est pas comme si un employeur pouvait dire, écoute, moi, je te donne 2%, l'autre employeur te donne 4%, l'autre, il 6%, autre chose. Là, tout le monde va avoir plus. On ne sait pas encore combien, mais il va avoir plus. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le coût va être repassé à l'acheteur de la maison ou ben au gars qui va construire une bâtisse, là. Alors, donc, tu sais, c'est vraiment insidieux, cette affaire-là, c'est que t'as l'employeur, puis t'as les employés, mais en fait, les deux se regardent dans les yeux puis disent, hey, franchement, là, si c'est 4%, on va passer 4% dans le prix, puis tout le monde dans la province va être obligé de payer 4% de plus. C'est pas comme si tu peux faire venir quelqu'un de l'Ontario puis dire, ben écoute, ça coûte trop cher à faire prendre, mettons, un constructeur du Québec, va faire venir un constructeur de l'Ontario, ça va me coûter moins cher. Alors, c'est un monopole. En fait, quand tu regardes ça, c'est une espèce de monopole. Est-ce que tu ouvrirais le marché? Ben oui, il faut ouvrir le marché. Parce qu'actuellement, là, tu as deux personnes qui négocient, mais c'est comme... tu sais, tous les employeurs sont pognés à payer plus. Alors donc, il y a pas vraiment de concurrence. Alors, c'est une gimmick, là, l'affaire. Il faut que tu ouvres à la concurrence. Il faut... Tu sais, le problème, c'est que le syndicat... L'État est partout. Puis quand l'État se met à quelque part... Pour le syndicat, c'est super parce que là, il négocie avec l'État. Tu sais, je veux dire, actuellement, c'est comme s'il négociait avec l'État, il négocie avec l'association des constructeurs, mais c'est comme l'État. Alors, donc, c'est monopolistique. C'est comme de dire, tu sais, quand j'étais en câbleau distribution, là, dans les années 80, il y avait beaucoup d'inflation en ce temps-là. Les employés m'ont dit, on va avoir 15% d'augmentation. Bon, là, tu dis, waouh, c'est quand même beaucoup. Puis là, tu dis, bof, de toute façon, je vais le passer à mes abonnés. Ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent dans ce temps-là? Il y avait même pas de satellite. Alors, tu le passes, puis tout le monde, puis ils sont obligés de... C'est un monopole. Alors, c'est un monopole. Alors, donc, c'est ça qui est un peu triste dans la situation. Mais j'écoutais, tu sais, j'ai entendu des affaires absolument incroyables, là, ils essaient de nous faire croire, les syndicats, que les employés font en moyenne 35 000 $ par année. Non, mais là, tu sais, franchement, là, un menuisier... OK, je parlais, j'ai des chums en construction, là, qui sont dans une entreprise de construction. J'ai appelé un chum un matin, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Ben, mon chum, il dit, écoute, je ne sais pas, mais il dit, un menuisier, ça lui prend 22 semaines et demie pour faire 35 000 $. Pour moi, il parlait d'un 35 000 net, eux autres, là. Ben, c'est ça, hein, pas brut, là.
Ou tu sais, je veux dire... Ils viennent de où? C'est ça, les statistiques sont jamais contestées. Là, là, tu sais, on ne sait pas exactement d'où, mais l'autre affaire, c'est qu'il y a bien des gens en construction qui vont, pour garder leur carte de compétence, ils vont travailler le minimum. Parce que quand tu travailles au-dessus de la table, là, tu payes des impôts, il y a toutes sortes de retenues à la source, les vacances, les comme tout le monde, comme ça. Alors, ce que bien des gens font, là, c'est qu'ils vont travailler le minimum pour garder leur carte de compétence, puis le reste, c'est payer cash en dessous de la table. Puis c'est pas ça, c'est peut-être ça qui fait que ça fait 35 000, parce que tout le monde arrête. Tu sais, je ne vais pas dire que tout le monde fait ça, mais il y a bien du monde qui doivent arrêter à un certain point, puis ça baisse la moyenne. Mais ça, le 35 000, c'est peut-être l'économie au-dessus de la table, mais c'est pas vrai. Là. Pourquoi le gouvernement s'attaque pas à ça, au marché noir, à l'argent noir dans l'industrie de la construction? Est-ce qu'on a peur? Ben, c'est parce que tu peux pas t'attaquer au marché au noir. Ce qu'il faut faire, c'est déréglementer. N'importe quel système capitaliste ou dès qu'il y a la liberté, dès qu'il y a trop de barrières à ce qui arriverait normalement, les gens s'en vont en dessous de la table. Si mettons que tu bannis, mettons le pain. Tu n'as plus le droit d'avoir de pain au Québec. Ben, les gens vont vendre du pain en dessous de la table. Si tu bannis l'alcool comme ils ont fait pendant la Prohibition, c'est la même affaire. Si tu mets des barrières incroyables dans la construction, des coûts impossibles, ben, les gens vont aller en dessous de la table. Il y a le fait que c'est facile aussi d'engager dans la construction au noir. Tu sais, ça paraît bien. Là. Ça, c'est facile. Donc, là, la barrière ou pas là-dessus, il y a une facilité. Alors, je me dis, pour contrer cette facilité-là, il faudrait pas justement rajouter un peu plus de réglementation pour aller chercher plus d'argent là-dessus? Ben, il y en a de la réglementation, il y en a il y a un paquet d'inspecteurs. Il y a ça coûte trop cher le coût de la construction aujourd'hui. Les employés, ils se disent, ça n'a pas d'allure. Je regarde mon chèque de paye, puis à moitié qui s'en va à toutes sortes, payer les cotisations syndicales, payer le CSST, payer la commission de la construction, blablabla. Ils disent, je vais travailler en dessous de la table, puis ça va être bien plus payant. Alors, plus tu mets des barrières, plus il y a des chances que les gens qui sont intelligents, les gens sont créatifs, les gens sont smart, ils vont trouver une façon de passer à côté. Donc, le seul moyen, c'est de libéraliser le marché. C'est ça. Mais au Québec, on est chanceux parce que quand même, on a un marché qui est pas libéralisé puis qui est pas trop taxé. Ce qui est le fun au Québec, c'est qu'au niveau des taxes et des impôts, c'est quand même... on est à l'aise. Il y a du lousse. C'est un paradis fiscal à quelque part. Oui. Parce qu'écoute, je veux dire, tu regardes ça, là, quand tu regardes ta paye, le jour de libération fiscale, c'est quoi? C'est le 18 juin. On avait dit 14, mais c'est le 18 la semaine prochaine. Donc, ça prend exactement presque 6 mois pour payer toutes tes taxes et tes impôts avant de travailler pour ta poche. Alors, le gouvernement, c'est bien logique, Adrien veut trouver des moyens d'alléger finalement les taxes et les impôts, d'où l'idée d'installer des photoradars au Québec. C'est ça l'idée, hein? Ouais, mais ça rentre dans les taxes. Tu sais, les photoradars, c'est des taxes déguisées, là. Pour moi, en tout cas, c'est une taxe déguisée parce que je comprends qu'on veuille avoir une réglementation routière, mais quand c'est pas un policier, tu passes le photoradar, puis 2 mois après, tu reçois ton ticket par la poste, là. Tu te rappelles où est-ce que j'étais? Tu te rappelles même plus ça n'a pas l'effet de te calmer. Une arrestation sur le bord de la route, là. Ouais, une arrestation au bord de la route, là, tu sais, tu dis, OK, ben la prochaine fois, je vais faire attention, je vais ralentir, tout ça, mais tu reçois un ticket 2 semaines après. Tu sais, moi, je m'attends d'avoir un ticket par la poste, là. Je suis pas mal sûr que je me suis fait prendre par un photoradar, je l'avoue. Mais, tu sais, quand est-ce que je vais recevoir le ticket? Dans 3 mois, dans 6 mois, tu sais? Alors, c'est un des taxes. Puis là, je regarde CGI qui va être... il y a eu un appel d'offres, en tout cas, pour 36 ou 37 nouveaux radars photo. Et CGI est l'entreprise qui va probablement l'avoir. C'est eux autres qui avaient installé la première batch de photoradars au début. Et on se rappelle, hein, quand il y a eu la première batch de photoradars, c'est un projet pilote. Il n'y en aura pas beaucoup. Non, Jean Charest qui avait affirmé sur nos ondes à Québec dans le temps, il avait dit, là, en entrevue, la question va pas être plus claire, je vais vous sortir l'extrait, là. C'était exactement, non, des photoradars, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas au Québec. Et 1 an plus tard, il est parti en campagne. Et là, il s'est servi de la sauce en disant, quand je me levais avec Michel les dimanches matins, les fins de semaine, on voyait les morts sur les routes, puis je me suis dit, faut faire quelque chose. Et les projets, le pilote, c'est ça a été la solution. On va regarder comment ça marche. Mais ils n'installeront pas beaucoup, j'imagine, Adrien. Ils prévoient d'en installer 2, 3, 4? Là? 37.
37 de plus? 37 de plus, 18 mobiles, ça c'est le fun parce que c'est jamais ce qu'ils sont, 6 fixes, puis 13 au feu de circulation. Alors, mais ça, c'est juste le début, hein, parce que là, on s'en va directement vers la France. La France a installé partout. Puis là, ils vont nous mettre des photos radars. Tu sais bien, ils vont des calculateurs de vitesse entre Montréal et Québec, ça à 20. Ouais. Ils vont prendre ta plaque. Moyenne. C'est ça, à Saint-Yaya, à Saint-Hyacinthe. Puis quand tu vas arriver dans la région de Québec, on va calculer ta vitesse selon le kilométrage parcouru. Puis là, on va t'envoyer une solide contravention. Mais comme tu dis, c'est juste une autre façon de percevoir des taxes. Et là, le gouvernement a tellement d'appétit pour ça. C'est épouvantable. On est, tu sais, je me mets dans la peau de quelqu'un de la classe moyenne supérieure, là. Il y a pas d'intérêt à rester ici, là. En tout cas, il y a bien du monde à qui je parle qui disent, en tout cas, M. Pouliot, là, on va peut-être rester parce que vous avez peut-être une chance de rentrer, mais si vous n'étiez pas là, on serait encore à le camp, tu sais. Mais c'est ça. Et là, et puis ça m'amène à l'autre sujet, les sièges sociaux qui ont quitté la province. Je te fasse entendre Jean Charest. Oui, tu l'as? Ça, là, c'était à la campagne. C'est là, vous allez entendre, c'est Denis Gravel, le Morning Man à Québec, à Radio X Québec, qui pose la question à Jean Charest en campagne électorale. Pour ou contre des photoradars sur les routes du Québec? Je suis pas favorable aux photoradars. Je trouve là où ça a été fait, c'est lourd, c'est compliqué, ça n'a pas été aussi efficace qu'on l'aurait souhaité. Jean Charest en 2007 sur les photoradars. Pour ou contre des photoradars? C'est le même extrait. Je vais vous ressortir l'extrait. Un autre? Un autre extrait. Là. Je pense que c'est la ministre Boulay. Et à l'époque, vous vous en rappelez? Je vous rappelle que les radars photo et la surveillance au feu rouge sont présentement utilisés dans près de 70 administrations à travers le monde, dont notamment certaines provinces canadiennes, en France et en Angleterre. Alors, on justifiait l'annonce qu'on venait de faire parce que finalement, on était favorable du côté de M. Charest. Mais c'est rien qu'un projet pilote. Ben oui. Inquiétez-vous pas, c'est rien qu'un projet pilote. Et là, enfin, comme tu disais, les contribuables qui sont écœurés regardent leurs options, l'Ontario, le Texas, je sais trop quoi. C'est la même chose pour les entreprises. Au cours des 10 dernières années, on a quand même perdu certains fleurons québécois au niveau des sièges sociaux parce que, il y a une consolidation évidemment mondiale dans plusieurs industries, mais il y a aussi, de fait qu'il y a des sièges sociaux qui commencent à en avoir ras-le-bol de ce marché québécois-là qui est si fermé à la libre concurrence. Alors toi, t'es content que Pauline Marois ait annoncé que finalement, elle n'aurait pas pigé 10 milliards de dollars dans la poche des contribuables pour garder des sièges sociaux à Montréal. Ouais, alors donc, c'est dans nos poches qu'elle allait piger pour justement empêcher les sièges sociaux de partir. Il y a personne qui se pose la question pourquoi est-ce qu'ils veulent partir. Tu sais, c'est peut-être la première question qu'on devrait se poser. Bon, tu sais, quand on regarde au cours des 10 dernières années, là, c'est quoi la dimension du problème? Montréal comptait 92 sièges sociaux de grandes entreprises en 2000. Ça a passé à peu près à 77 en 2008. Donc, c'est pas comme s'ils sont tombés à zéro. Mais ce qui est plus drôle, c'est que Toronto a perdu encore plus, en proportion là, de la grosseur, là, a perdu plus de sièges sociaux que Montréal pendant cette période-là. Ah oui? Ouais, alors donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'économie s'en va vers l'ouest. Les ressources naturelles, c'est là où le développement se trouve. Là-bas, ils te permettent de faire de l'exploration puis de l'exploitation des ressources naturelles. Les impôts sont plus bas. En Alberta, il y a une flat tax. Les impôts comparatifs sont plus bas. On te permet d'envoyer tes enfants étudier à l'école dans la langue que tu veux. Il y a toutes sortes de raisons. Alors finalement, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Mais la grande question aussi, je vais te la poser, c'est est-ce que si on libéralisait vraiment le marché au Québec, il y aurait des multinationales qui s'intéresseraient à nous? Est-ce qu'on a vraiment des atouts d'abord comme marché, on n'a pas la taille critique nécessaire, on est juste 8 millions, c'est des pinottes. Est-ce qu'on a vraiment les ressources naturelles à être exploitées? On a-tu, à part l'électricité à bas prix, là, j'essaie de trouver des avantages concurrentiels qu'on aurait ici. Comment on pourrait attirer les entreprises, dans le fond, les grandes sociétés mondiales? C'est quasiment impossible. Ouais, mais on les avait en 1967. En 1967, le Toronto n'existait pas, là. Dans les années 60, Toronto, c'était rien, là. C'était zéro, là. Toronto, là, ça a commencé à grossir, ça donne à peu près en 1976. Mais avant ça, il n'y avait rien, là. Je sais pas si 1976, ça vous rappelle-tu quelque chose? Alors, c'est ça qui est arrivé. Déjà, Montréal était une ville florissante dans les années 60. La place du Marie, écoute, c'était l'immeuble du Canada. Montréal, c'était une métropole, la métropole financière du Canada, là. Et à certains points, quand tu écœures le monde, quand tu mets des barrières, quand tu augmentes tes impôts, tu les empêches de parler leur langue, blablabla, à certains points, les gens s'en vont, puis
Il y a bien des Québécois qui disent, tant mieux, 600 000 anglophones de moins dans le West Island, tant mieux. Ouais, mais ils sont tous allés à Toronto, puis maintenant, Toronto, c'est la capitale financière du Canada. Alors, si on veut les rapatrier, il faut baisser les impôts, baisser la réglementation, récompenser le succès, encourager le succès, encourager les entrepreneurs, arrêter de les écœurer avec toutes sortes de réglementations qui finissent plus de... Ah, ça, c'est sûr, la paperasse, la bureaucratie, c'est épouvantable. La bureaucratie, les inspecteurs. L'autre fois, je parlais à un propriétaire d'un bar, là. Il dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai 15 employés, je me fais écœurer constamment par les inspecteurs qui viennent checker ce que j'ai dans mes frigidaires, Puis c'est mieux de pas avoir 1 degré de moins dans ton frigidaire, parce que sinon, il va te faire jeter tout ça, puis tu vas perdre ton... Et là, il va falloir qu'il sorte des factures pour chaque consommation achetée dans quelques temps. C'est épouvantable. Ça va leur coûter cher, là. C'est une autre affaire. Je comprends que le ministère dit que tout le monde devrait payer leur impôt, puis ça, je suis d'accord avec ça, mais bon, ça va coûter encore plus cher. Alors, tu sais, à un certain point, le gars me dit, je regarde ce qui me reste à la fin de l'année dans mes poches, puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Pourquoi je m'en vais pas? Alors, tu sais, alors, pour répondre à ta question, moi, je pense que le Québec peut redevenir un paradis d'innovation, d'entrepreneuriat, mais il faut encourager, il faut récompenser ceux qui ont du succès, il faut encourager ceux qui veulent s'embarquer là-dedans. Autrement, si on continue à augmenter les impôts, à augmenter la réglementation, regarde comment c'est compliqué, là. Je l'ai déjà dit ici, là, ça prend 16 permis pour ouvrir un dépanneur à Montréal. 16 permis, là, tu sais, je veux dire... Un dépanneur. C'est un dépanneur, là. C'est pas une société minière, là. Non, puis la société minière, regarde ça prend 3, 4, 5 ans, 10 ans avant d'être capable d'exploiter une mine. Puis quand t'es juste sur le bord de l'exploiter, là, comme la mine de Matouche à l'uranium, là, on met moratoire. Mais là, ça m'amène au projet Saint-Laurent de la CAQ. Ah non, tu peux pas parler de ça, là. Oui, parce que là, tu sais, on dit, ça pourrait pas être un beau projet fédérateur, ça, au Québec, une vallée d'innovation, un genre de Silicon Valley... dans la vallée du Saint-Laurent. Tu crois pas à ça, toi? Non, je crois pas à ça. Là. Bill Gates, là, quand il a commencé son affaire, là, il était pas financé par l'État. Là. Apple non plus. C'est tous des rêves de politiciens. Puis pour réaliser leurs rêves, il faut qu'ils viennent piger dans nos poches. Ce sont des voleurs de rêves. Ils volent nos rêves. Moi, là, tu sais, j'ai des gens qui me disent, Adrien, j'aimerais tellement ça. Une femme, là, que je parlais récemment, j'aimerais ça aller suivre un cours pour apprendre à poser des ongles. OK? Mais ça, c'est son rêve. Ouais, good. Mais c'est pas le mien. Non, mais tu sais, ça va y coûter 400$. Mais elle n'a pas le 400$. Pourquoi elle n'a pas le 400$? Parce qu'elle arrive pas, là, tu sais, les taxes, les impôts. Tu l'as dit tantôt, on est esclave de l'État jusqu'au 18 juin. Ben là, il me reste rien que 6 mois que je peux garder dans mes poches. Ben là, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon linge, les enfants, tout ça. On paye une plus grosse partie de notre portefeuille en taxes et impôts que pour nous vêtir, nous loger puis nous nourrir. Alors, tu sais, les gens n'arrivent pas. Alors, Legault, quand il arrive avec un autre 300 millions ici, 500 millions là, 5 milliards là, il vole nos rêves. Il nous empêche de réaliser nos rêves. On est obligé de vider nos poches pour que lui puisse réaliser son rêve. Mais mettons que je défends ce projet-là parce que je me dis, si on veut, mettons, sur la scène internationale, attirer l'attention, ça prend une certaine forme de projet sur papier, ça prend une certaine forme de... Faut que, à mon avis, je pense, si le Québec veut attirer l'attention, faut qu'on soit capable de démontrer les avantages concurrentiels pour les entreprises de venir s'établir ici et de dire, voici notre vision pour telle industrie. Et si on a un projet comme le projet Saint-Laurent, ça peut pas être intéressant, ça, pour les compagnies de haute technologie. Tu penses que non, ça pourrait pas attirer l'attention des Américains, des Européens, comme on a fait par exemple avec la Cité multimédia pour le jeu vidéo, ça pourrait pas être un projet qui serait un peu mobilisateur, bien que ça a coûté, là on s'entend, la Cité multimédia, ça a coûté des crédits d'impôt pas possible là, pour aux Québécois, mais on a quand même créé une industrie de toutes pièces. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit la vision de Bernard Landry qui soit la bonne? Pourquoi est-ce qu'on pense que la vision de François Legault est la bonne? Pourquoi est-ce que c'est pas la vision de l'entrepreneur qui serait la bonne? Qu'on baisse les impôts, qu'on baisse la réglementation et qu'on laisse le marché arriver. Puis je sais-tu, moi, peut-être que le Québec va devenir l'entreprise numéro 1 en manufacture de stylos à billes. Je sais-tu, moi, je sais pas. Mais on sait pas, parce que l'innovation, si on savait ce que c'était, là, tu sais, mais on sait pas. Mais si tu baisses les impôts, si tu baisses la réglementation, si tu récompenses ceux qui prennent des risques, il y a quelque chose qui va émerger. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on décide
On pense que l'Ombra 4 sont capables de choisir les gagnants puis les perdants. Ils sont capables de choisir les métiers gagnants puis les métiers perdants. Ils sont capables de choisir les technologies gagnantes puis les technologies qui ne sont pas. Mais c'est pas vrai. C'est les entrepreneurs qui peuvent... les bureaucrates, en fait, c'est le marché qui décide, mais l'entrepreneur est là pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut remplir les besoins du marché. Alors, moi, j'aime autant, finalement, un policier qui dirait, je vais pas vous imposer ma vision, je vais mettre en place les conditions que ça prend pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Ça, je serais content. Ça serait beau. Ça serait différent. Plutôt que de se faire imposer une vision par en haut, il y a quelqu'un qui décide, Mme Marois décide de notre vision à nous autres. Non. Qu'on laisse les gens se développer, exploiter leur talent, exploiter leur créativité eux-mêmes, et le marché va faire que ça va bien fonctionner. Bon, puis ça fait partie de ton programme, j'imagine. C'est quand même... c'est un peu comme ça. Moi, je pense que le gouvernement est là pour nous aider à développer nos talents, puis la mission numéro 1 du gouvernement, c'est de mettre en place les conditions pour que les gens puissent exercer leur talent puis développer leur talent, et non à nous imposer leur vision des choses, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau moral. Mm-hmm. Et finalement, en conclusion, tu nous arrives avec une nouvelle série sur les statistiques poubelles. Ouais. Tu as une première statistique concernant les compagnies qui ont plus de femmes dans leur conseil d'administration. C'est quoi ces chiffres-là? Ouais, ben c'est parce que, tu sais, en économie, en fait, dans toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de statistiques, puis surtout des corrélations, tu sais. Bizarre. Les corrélations, il y a deux choses qui arrivent en même temps, puis les gens établissent une corrélation. Par exemple, le CO2 augmente et la température de la Terre augmente. Puis donc, si on n'est pas capable de trouver une autre raison, ça doit être ça. Le soleil se lève, la poule chante. Coudonc, le soleil se lève parce que la poule chante. Ou est-ce que la poule chante parce que le soleil se lève? On ne sait plus trop, mais il y a une différence entre une corrélation et une relation de cause à effet. Ouais. Alors là, ils ont sorti des statistiques disant que les compagnies, les grandes sociétés où il y a plus de femmes sur les conseils d'administration sont plus rentables. Ouais. Peut-être parce que ces femmes-là sont brillantes aussi, là. Non, mais là, tu dis... C'est quoi les chiffres? T'as-tu les chiffres ou à peu près? Il y a des grandes études scientifiques, là. Là, puis... quand tu regardes qui fait l'étude... C'est le Conseil du statut de la femme qui a sorti ça? C'est un groupe féministe engagé. C'est des affaires américaines, là, mais c'est l'équivalent c'est une affaire qui s'appelle Catalyst, là, puis mais c'est une affaire qui est commanditée par des syndicats aux États-Unis, là. Mais, tu sais, à un certain point, tu dis, c'est quoi le rapport, là? Est-ce que les compagnies sont plus payantes parce qu'il y a des femmes sur les conseils d'administration, ou est-ce que ce sont les compagnies plus payantes qui décident d'accueillir des femmes sur les conseils d'administration? Il y a un paquet d'autres éléments qui peuvent jouer dans l'équation. Je suis désolé, là, mais c'est... Là, ça va inspirer les gourous de la finance. On va dire, on va éplucher les statistiques hommes-femmes des conseils d'administration, savoir c'est lesquels où on devrait investir. Quelle entreprise? Oui, il y a des spécialistes qui font ça. Puis là, ça s'en vient au Québec. Là, Mme Marois, là, ça commence à grenouiller. Là, il va falloir mettre des quotas. Il faudrait qu'on mette des quotas sur les conseils d'administration. Non. Non, mais ça commence. Ça commence à zigonner là-dedans. Là, on va mettre des quotas. Mais moi, écoute, là, j'en ai eu des femmes sur mes conseils d'administration de compagnies publiques, mais on les prenait parce qu'on pensait qu'elles allaient contribuer, là, tu sais. Des compétences. C'est ça, mais tu commences à mettre des quotas, là, tu sais, c'est tout croche. Ça, c'était comme le conseil de ministre de Jean Charest, là, qui voulait assumer toujours qu'il y ait la moitié d'hommes, la moitié femmes. C'est la philosophie aussi de Québec solidaire. Voilà pourquoi vous avez toujours deux têtes. Ça prend toujours un chef homme et un chef femme. C'est l'égalité à tout coup à ce niveau-là. Mais moi, je suis un partisan, regarde, s'en fout, là, homme, femme... noir, blanc, handicapé ou pas, regarde, t'es-tu performant ou pas? T'as-tu l'expertise? En politique, on comprend, on va chercher le vote rose, mais au niveau des conseils d'administration... Regarde, la statistique que j'ai trouvée, là, c'est les femmes sur les conseils d'administration produisent un rendement 42% plus élevé sur les ventes et 66% plus élevé sur le capital investi. Là, tu lis ça, tu dis, mais c'est quoi le rapport? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est pour dire, hein.
Et les statisticiens, là, pour cruncher des chiffres, ils adorent ça. Là. On comprend qu'à Statistique Canada, quand Stephen Harper a sonné la fin de la récréation, il y en a une couple qui se sont mis à brailler. Là. Mais moi, remplir le recensement là, dans ces 50 pages à chaque 4 ans, là, je commençais à en avoir mon quota aussi. Parce qu'effectivement, ça parle les statistiques, mais quand t'es focus comme il faut, puis quand elles sont pas trop élaborées. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Salut Vincent.